Les avions sont des machines complexes, ingénieusement conçues jusque dans leurs moindres détails. Pourtant, certaines choses les concernant sont complètement absurdes. Pourquoi l'embarquement et le débarquement prennent-ils autant de temps? Pourquoi un avion a-t-il besoin de plusieurs moteurs si un seul lui suffit pour voler? Et la boîte noire, est-elle vraiment noire? Il est grand temps de répondre à ces questions. Les masques à oxygène ne durent pas longtemps. Grâce aux consignes de sécurité, tu sais comment les utiliser en cas de dépressurisation soudaine de la cabine. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que la réserve d'oxygène de ton masque ne tiendra que 15 minutes. Pas de panique cependant, cette quantité est bien suffisante pour fournir de l'oxygène aux passagers jusqu'à ce que l'avion atteigne une altitude plus sûre. Lorsqu'il sera redescendu en dessous de 3000 mètres, tout le monde à bord pourra à nouveau respirer normalement. Les avions peuvent supporter des températures extrêmes, mais lorsque le pilote communique des informations sur le vol, il mentionne nonchalamment la température extérieure extrême de moins 56 degrés Celsius. Il faut noter qu'une telle température empêcherait un avion de décoller. Mais elle n'a pas le même effet sur l'avion lorsque celui-ci se trouve à son altitude de croisière et quand il est au sol. Au sol, le froid glacial, de l'ordre de moins 51 degrés, rend le démarrage des moteurs beaucoup plus difficile. Ajoute à ça le dégivrage de l'avion et de la piste, ainsi que la sécurité des équipes d'entretien dans ces conditions extrêmes, et tu comprends le problème. Les avions n'ont pas besoin de deux moteurs pour voler. Si un moteur tombe en panne, un avion peut continuer à voler en toute sécurité pendant plus de 5 heures. Certes, il sera moins économe en carburant et descendra progressivement au-dessous de son altitude de croisière habituelle. Mais tous les avions modernes effectuant de longs trajets sont testés pour faire face à ce genre de situation. Et les pilotes sont formés et savent quoi faire. En fait, les avions peuvent même planer un certain temps sans qu'aucun moteur ne soit allumé. N'empêche, même s'ils ne tomberont pas du ciel juste comme ça, je préfère savoir qu'ils disposent d'un moteur de secours. Les pilotes s'endorment et ce n'est pas grave. Grâce à la magie du pilotage automatique, un avion peut voler tout seul sans aucun problème. Et pendant ce temps, les pilotes humains peuvent piquer un somme. Mais il y a quelques règles. Les pilotes ne peuvent pas tous faire la sieste en même temps. Et il reste 2 ou 3 choses que le pilotage automatique ne peut pas effectuer. Rouler sur la piste, atterrir, définir les lieux de départ et d'arrivée, et faire des blagues en donnant les infos du vol aux passagers. La façon dont le débarquement est organisé est absurde. Le débarquement ajoute généralement une demi-heure à la durée d'un vol, mais les simulations informatiques montrent qu'on pourrait l'effectuer 35% plus vite. Il suffirait de débarquer selon le couloir et non selon la rangée. Imaginons une cabine avec un couloir au milieu et des rangées de 3 sièges de chaque côté. D'abord, les passagers assis à gauche côté couloir quitteraient l'avion. Puis ceux qui sont assis à droite, côté couloir. Ensuite, ceux qui sont assis sur le siège du milieu à gauche, puis les mêmes à droite. Enfin, ce serait le tour des personnes assises côté hublot à gauche, puis à droite. Cela pourrait poser un problème pour les passagers qui voyagent ensemble, mais ce serait un excellent moyen d'éviter que le couloir se retrouve bloqué. Si les compagnies aériennes n'utilisent pas cette méthode, c'est notamment parce qu'elles gagnent de l'argent en vendant des sièges de première classe et prioritaires. C'est tout simple. Un embarquement chaotique fonctionnerait mieux que l'embarquement par groupe. La méthode actuelle consiste à faire embarquer les passagers de l'arrière vers l'avant de l'appareil, après que les premières classes, les classes affaires et les classes prioritaires soient installées, bien sûr. Mais les choses seraient beaucoup plus rapides si les gens pouvaient choisir leur propre place dans l'avion. Ils se précipiteraient vers les sièges au lieu de prendre leur temps pour ranger leurs bagages. Et une façon encore plus efficace de réduire le temps d'embarquement serait de laisser les passagers embarquer selon le couloir. D'abord tous les sièges côté hublot, puis ceux du milieu, et enfin ceux du couloir. Là encore, on n'aurait pas à attendre que les autres passagers aient fini de ranger leurs affaires. Mais pour une raison ou pour une autre, les compagnies aériennes continuent d'utiliser la méthode la moins pratique. Il est possible d'ouvrir les toilettes de l'avion de l'extérieur. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur situé sous le pictogramme des toilettes. Mais ne t'inquiète pas, un passager ne risque pas d'ouvrir la porte pendant que tu es à l'intérieur. Cet interrupteur est utilisé par l'équipage lorsqu'une personne semble avoir un problème. Les avions peuvent provoquer la foudre.
On essaie généralement d'éviter de voler au milieu d'un orage. Mais les avions sont de toute façon conçus pour résister à la foudre. Il arrive souvent qu'un éclair frappe un appareil, et ça ne pose aucun problème. Mais les avions peuvent eux-mêmes provoquer la foudre lorsqu'ils traversent un nuage fortement chargé. L'éclair parcourt tout le fuselage et ressort par l'arrière. Les boîtes noires ne sont même pas noires. L'enregistreur de données de vol, plus communément appelé boîte noire, est en fait orange vif. Il est recouvert d'une peinture thermorésistante facilement repérable. Si on les appelle ainsi, c'est en l'honneur des premières boîtes qui furent utilisées et dont la couleur correspondait au nom. L'endroit le plus sale de l'avion, ce ne sont pas les toilettes. Et oui, ce serait plutôt la tablette sur laquelle on mange. En fait, on y trouve environ 10 fois plus de bactéries que sur les toilettes. La boucle de ceinture de sécurité et la bouche d'aération au plafond contiennent à peu près la même quantité de microbes que le bouton de la chasse d'eau. Ce n'est pas rassurant. Les couvertures et les oreillers ne sont pas non plus nettoyés après chaque vol. Et encore une chose qui te fera craindre l'avion, les écouteurs fournis ont très probablement été dans les oreilles de quelqu'un d'autre avant d'être dans les tiennes. L'air dans les avions est aussi sec que dans le désert du Sahara. Pour garantir la pureté de l'air, les avions ont la même technologie de filtrage que les hôpitaux. Le prix à payer pour cette propreté, l'air pressurisé à bord est super sec, avec seulement environ 20% d'humidité, le même pourcentage que dans le Sahara. Tes mains s'assèchent, ta gorge et ton nez se transforment en papier de verre et ton corps perd énormément d'eau, surtout lors des vols long courriers. Il pourrait mettre un humidificateur d'air pour remédier à la situation, mais il faudrait pour cela embarquer un réservoir d'eau, ce qui équivaudrait à un poids supplémentaire et donc à une plus grande dépense d'argent. Bref, pour l'instant, bois beaucoup d'eau pour rester hydraté. La nourriture qu'on sert dans les avions n'est pas si mauvaise, ce sont les conditions de vol qui la rendent insipide. Les compagnies aériennes n'embauchent pas exprès de mauvais cuisiniers afin que tes repas à bord aient un goût de carton. La différence de pression et le taux d'humidité très faible engourdissent environ un tiers de tes papilles gustatives, comme quand tu attrapes un rhume. Donc, ce n'est pas la nourriture le problème, c'est toi. Le pilote et le copilote ne mangent généralement pas le même plat, non pas parce qu'ils suivent des régimes différents, mais pour ta sécurité. S'il y avait un problème avec l'un des repas, seulement un pilote sur deux serait malade, et l'autre pourrait s'occuper du vol. Si pour une raison ou pour une autre, ils doivent manger le même repas, alors ils le font à des moments différents. Ainsi, ils évitent de se sentir mal au même moment. C'est rassurant. Le réchauffement climatique accentue les turbulences. Plus il y a de dioxyde de carbone dans l'air, plus il y a de chances que des turbulences surviennent pendant le vol. C'est parce que les températures augmentent dans la basse atmosphère et baissent dans la stratosphère, ce qui provoque un effet tir à la corde. Les scientifiques pensent que les choses ne feront qu'empirer avec le temps. Cela pourrait également accélérer les courants de jet et augmenter la durée des vols vers l'ouest par rapport aux vols vers l'est. Ce n'est pas pour t'aider à t'endormir que l'on tamise les lumières de la cabine. Bien sûr, ça aide un peu, mais la sécurité passe avant le confort sur la liste des priorités d'une compagnie aérienne. Si tu devais quitter l'avion en urgence, la lumière tamisée de la cabine permettrait à tes yeux de s'adapter plus facilement à l'obscurité au cas où il ferait nuit à l'extérieur. Et ce n'est pas pour que tu profites mieux de la vue que les membres de l'équipage te demandent de relever ton cache-hublot. Il leur faut savoir quel côté de l'avion est le mieux adapté pour une évacuation d'urgence. Prendre l'avion nous rend plus émotifs. Sniff et oui, c'est vrai. Une étude réalisée à l'aéroport de Gatwick a montré que la haute altitude rend les gens plus émotifs. Même si tu n'as pas peur en avion, le trajet jusqu'à l'aéroport, le passage au contrôle de sécurité et les longues files d'attente peuvent être physiquement éprouvants. Viennent ensuite les changements de pression atmosphérique, l'air sec et les turbulences. Et puis il y a le fait qu'on vient de dire au revoir à ses proches et tous ces bruits inconnus dans l'avion. Tout cela mis ensemble exacerbe tes émotions. Selon la même étude, les gens sont plus susceptibles de pleurer devant un film à bord d'un avion que dans un cinéma ou chez eux. Du coup, si tu me vois verser une larme en regardant Shrek, dis-toi que c'est dû à la pression dans la cabine, ok ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.